réception spontanée quoi, au fait que, ben, au fond, ce qui est à la portée de tous, c'est qu'indépendamment de notre degré de compréhension, d'expertise, de qualification, de compétences, on peut se dire que ça n'a pas de sens. On peut se dire que manifestement, ce qui se passe n'a pas de sens et c'est immoral et c'est bon de nature à susciter l'indignation, ce qui est donc encore une fois à la portée de tous. Donc c'est un aspect important et je dirais que ce mouvement des indignés compte pour beaucoup dans la mesure où il légitime cette attitude qui consiste moralement à trouver indigne un certain nombre de comportements, un certain nombre de situations qui sont relatifs à la décision de castes dirigeantes et de castes privilégiées et nantis. Il y a quelque chose de légitimation qui est très utile. Moi, j'enseigne, par exemple, et j'ai pu voir d'une année à l'autre la différence qu'il y a chez les étudiants du fait d'aborder des termes, des thèmes, des questions, des enjeux qui sont de nature à indigner. Je veux dire, avant le mouvement des indignés, on pouvait voir donc ceux qui se dressaient contre des situations injustes, qui jugeaient donc inacceptables, explicitement un certain nombre d'enjeux, qui s'opposaient à des situations. On pouvait les voir comme des empêcheurs de tourner en rond, comme des gens qui pleurnichent, comme des gens qui ne sont pas dans le coup, comme des gens qui freinent la modernité, et ainsi de suite. Il y avait quelque chose d'illégitime, au fond, à juger absurde dans des projets, par exemple, de routiers, des projets de casinos, des projets de développement, absurdes et préjudiciables et tout à fait, je veux dire, condamnable, quoi. Bon, il y avait quelque chose d'irrecevable dans la vox populi, dans l'opinion. Le fait de s'opposer, c'était toujours le fait d'une minorité, quoi. Et le mouvement des indignés a au contraire légitimé cette attitude-là, et on peut vraiment s'en féliciter et se dire que ce mouvement a une portée bien au-delà de ce qui semble être le rayonnement direct de son action du fait de cet acte de légitimation. Un autre mot, peut-être, un dernier mot sur la question de l'indignation, c'est que très souvent on a reproché à ceux qui se sont présentés comme étant indignés une certaine confusion. On a dit des indignés qu'au fond, ils colportent à peu près tous les messages, qu'il n'y a pas d'unisson, que tout est désorganisé, qu'on avance en ordre dispersé, ainsi de suite, que ça tire dans tous les sens. Bon. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point cette position critique des indignés, qui peut être décrite comme étant plurielle, qui peut être décrite comme étant en délibération avec elle-même, qui peut être décrite comme étant multithématique, comme étant transdisciplinaire à la rigueur, est précisément en phase avec son époque, quand on considère qu'on a en face des décideurs qui ne savent pas où ils vont et qui sont parfois incapables même, en quelque sorte, de prendre des décisions qui s'en suivent réellement d'effet. De sorte que même la décision politique échappe aux responsables politiques. On est face à des banquiers qui ne peuvent même pas dire la teneur de leurs actifs. Je veux dire, on a un milieu de la finance qui s'est filouté lui-même en faisant confiance à des apprentis sorciers qui ont entraîné, je veux dire, tous les épargnants et les ayants droit dans leur sillage. Donc on est confronté au fond à une caste d'incompétents qui continue de mener quoi qu'ils soient incompétents et qui, eux, ne savent absolument pas où ils vont, où ils nous entraînent, et ils sont dans une sorte d'incohérence absolue. On est continuellement en train de replâtrer la situation en nous disant que ça ira mieux. J'ai même entendu une fois un économiste dire « Les gens s'en sont pas rendus compte, mais la crise est finie. Nous, du haut de notre savoir économique, on s'en rend compte et bientôt, les résultats dégringoleront jusqu'au bon peuple. » Mais quand on en est là, on ne sait même plus ce que l'économie veut dire. Dire si du point de vue de ceux qui sont les acteurs de l'économie, il n'y a pas de différence perceptible. Donc, tout ça pour dire qu'au fond, la différence entre les mouvements sociaux tels qu'ils se dessinent aujourd'hui sur la base de l'indignation et de la réflexion que l'on doit quand même, par ailleurs, au mouvement altermondialiste, si on en est là, c'est qu'on est confronté à des acteurs politiques qui ne suscitent pas la confiance. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas penser que s'ils voulaient changer les choses, ils le pourraient. Ils donnent l'impression d'être totalement avalés par une situation qui est hors de contrôle. Et le compte de la malhonnêteté, c'est de voir les tenants de ce régime exiger
s'inspirer ensuite de ceux qui trouvent complètement ahurissante l'espèce de perte de contrôle dans laquelle on est, faire preuve, eux, de cohérence, comme si tout d'un coup la réponse pouvait être cohérente par rapport à un monde qui est en déstructuration manifeste. Et donc, le problème, il est là, et il se compare assez bien, je pense, par exemple, à la crise du Vietnam, il y a quelques décennies, là où on pouvait se mobiliser devant la Maison-Blanche et exiger du gouvernement américain, par exemple, qu'il retire les troupes du Vietnam. Donc on savait qu'on pouvait exiger d'une instance une décision qui s'en suivrait d'effet. Mais aujourd'hui, on voudrait demander au gouvernement de mettre fin au processus, par exemple, de réchauffement climatique, qu'on ne sait même pas vers qui on pourrait se tourner pour qu'une décision soit prise, pour qu'il s'en suive immédiatement d'effet. Parce que personne parmi ceux qui décident sont capables de décider la réversibilité d'un processus dans lequel ils nous ont tous collectivement engagés d'une manière irresponsable. Donc je pense que ça fait partie vraiment du problème et je ne veux pas être, comment dire, trop défaitiste ou pessimiste, mais il n'y a rien comme de voir la réalité en face et de se dire qu'un des grands problèmes aujourd'hui, c'est de penser des structures institutionnelles ou politiques qui soient de nature à vraiment orienter les choses tout autrement. Et c'est pas en maquillant autrement le programme de tel parti politique ou en y allant d'un petit effet de style rhétorique dans une campagne électorale ou qu'on avance, on sent qu'il y a des changements à faire en profondeur. Et là où je trouve le mouvement des indignés fort pertinent, c'est dans la façon qu'il a, en quelque sorte, de rompre avec les impressions de changements possibles à coup de table de ronde, de consultation, de bonne gouvernance, de tout ce qui peut être le miroir aux alouettes, des procédés délibératifs et consultatifs par lesquels on prétend entendre la voix citoyenne alors qu'on cherche simplement à l'intégrer et à la récupérer. Et donc, ce que j'apprécie du mouvement des aînés, c'est qu'il refuse une chose qui est le contraire de la démocratie et qu'on nous présente pourtant comme la démocratie, et c'est la bonne gouvernance. On refuse cette espèce d'idée qu'aujourd'hui, les États sont gérés comme des entreprises. Non, c'est ça la gouvernance. La gouvernance, c'est de hisser la simple gestion au rang de la politique pour disqualifier la politique. C'est de laisser toute la place aux experts. C'est de se dire, au fond, qu'on est tous une grande famille, on est tous à peu près d'accord, on est tous à peu près égaux, et on va discuter ensemble des enjeux, on va bien trouver un compromis, comme s'il n'y avait pas de rupture idéologique radicale possible entre des gens qui veulent dire la concentration des richesses entre leurs seules mains et ceux qui subissent leurs décisions. Donc, le problème de la gouvernance, c'est qu'elle disqualifie la démocratie, elle disqualifie la politique. Remarquez qu'on entend moins souvent parler de démocratie et de politique aujourd'hui et qu'on entend de plus en plus parler de gouvernance, de partenariat, de groupes d'intérêt, même des anglicismes comme les ventures. Et en fait, qu'est-ce que fait la gouvernance? C'est qu'elle transforme tout notre lexique politique de façon à ce qu'il soit adapté au discours de l'entreprise, de façon à ce qu'on gère l'État comme une business. Donc, on parle de partenariat, d'intérêt, de venture, de consensus. Et c'est toute une fausse conscience autour des prétendues égalités sociales qui est développée, alors qu'en réalité, ce qu'on avalise, c'est un monde des inégalités. Je m'explique, c'est mon thème de recherche ces temps-ci. Quand vous lisez les traités sur la bonne gouvernance, il est postulé que les acteurs sociaux sont inégaux. Et le but, c'est de faire en sorte que les gens, entre parties inégales, discutent et trouvent quand même plus ou moins leur compte dans des projets collectifs qui seront fatalement déterminés par les plus puissants. C'est entendu comme ça. Et c'est tout le contraire de la démocratie qui répond à un principe d'égalité. Peut-être un mot aussi, bon, il y aurait plusieurs choses à dire. Bon, je tiens peut-être pour faire une sorte de tour d'horizon des enjeux relatifs à la démocratie. Si vous voulez approfondir le sujet, si vous faites des ateliers, je ne saurais trop vous inciter à avoir quelques séances autour du philosophe Jacques Rancière, qui est un des plus grands penseurs de la démocratie. Je vous conseille son petit livre « La haine de la démocratie ». Pour ceux qui sont plus ambitieux et qui n'ont pas peur des ouvrages très conceptuels, je vous conseille son livre « La mésentente ». Il y a aussi « La nuit des prolétaires » qui est un livre un petit peu plus romancé. Et ce sont donc des ouvrages qui nous permettent d'approfondir très bien, et pour la vie, ce qu'il en est de la démocratie. Je peux déjà distiller quelques concepts à la hâte, parce que ça mériterait beaucoup de méditation.
citation. Il reste, on peut dire, de la démocratie selon Jacques Rancière, que déjà, la démocratie n'est pas un régime, ce n'est pas une série d'institutions. Ça, ce sont souvent les rhéteurs de la démocratie qui nous parlent ici, qui vont nous présenter la démocratie comme étant un régime fragilisé par des méchants, fragilisé par les communistes, fragilisé par la femme voilée, fragilisé par les terroristes musulmans, fragilisé par les terroristes indignés. On va toujours nous présenter la démocratie comme étant menacée, de sorte qu'on en accepte toutes les imperfections. Et on va nous dire, voilà, c'est le meilleur, c'est pas le meilleur, c'est le pire des régimes, mais il n'y en a pas de meilleur, ou quelque chose du genre. On vit avec ça, c'est quand même le mieux qu'on puisse avoir. Et en plus, c'est menacé. Alors, fiez-vous à moi, George Bush, fiez-vous à moi, Stephen Harper, fiez-vous à moi, Nicolas Sarkozy. Je vais au moins préserver les acquis que nous avons. Ça, c'est la rhétorique sur la démocratie qu'on nous présente tout le temps quand on en parle. Mais en réalité, la démocratie, c'est pas un régime, c'est un processus. C'est un processus historique infini, qui suppose qu'on fasse le deuil des institutions figées une fois pour toutes, pour le meilleur et pour le pire. C'est un processus qui consiste à postuler le fait du partage des intelligences. Donc, qu'est-ce que c'est la démocratie? C'est considérer que l'intelligence est donnée en partage et que tous peuvent aspirer à la décision publique au même titre que quiconque. Qu'est-ce que c'est la démocratie? C'est considérer, par exemple, que la fromagère, le concierge, le chômeur, l'infirmière ont autant de facultés, ont autant à leur disposition de moyens pour penser la pertinence ou non de la présence du Canada en Afghanistan que le ministre de la Défense ou qu'un expert des affaires militaires. C'est ça la démocratie, c'est simplement de considérer qu'au-delà de la répartition des individus d'un tout social en termes de coordonnées, à savoir qu'on a chacun une fonction, une part, une place, un revenu, des titres, ainsi de suite, indépendamment de cette répartition des rôles hautement hiérarchisés, il y a un principe d'équivalence qui veut que l'intelligence soit donnée en partage et que nous soyons tous habilités à réfléchir sur les choses publiques, quel que soit son titre. Bien sûr que dans un monde complexe, on a peut-être parfois intérêt à écouter ce que des experts vont nous dire d'une situation. Cela dit, ce ne sont pas aux experts à faire la politique. Il n'y a pas un expert qui est, doté de la pleine connaissance pour nous dire au fond qu'il faut sabrer dans le système de santé à hauteur de 20% et ouvrir des cliniques privées, par exemple. Ce n'est pas une décision d'expert, c'est une décision politique qui repose sur un potentiel de réflexion, sur un potentiel de savoir, sur un potentiel intellectuel qui est donné en partage. Jacques Rancière va jusqu'à dire que seul n'est démocrate que la personne qui considère qu'on pourrait choisir au sort nos élus. Si on est démocrate, on doit considérer qu'on peut choisir au sort nos élus. Il dit, c'est sûr que si on tirait au sort ceux qui représentent le peuple à l'Assemblée nationale ou au Parlement, c'est sûr qu'on n'aurait aucune garantie que le Parlement serait plus compétent. Mais il le serait sûrement pas moins. Il n'y a pas de raison que si on choisissait au sort le représentant de tel comté, qu'il serait nécessairement moins compétent que Denis Coderre ou que Justin Trudeau. Et pourquoi le serait-il nécessairement? Et en fait, ce que constate Rancière, c'est que ce qu'on appelle démocratie, au fond, c'est une oligarchie qui cède le pouvoir à ceux qui répondent en particulier à un critère qui est le désir d'avoir le pouvoir. Et ce que dit Rancière, c'est que le désir d'occuper le pouvoir ne rend pas nécessairement compétent celui qui y accède. Donc, la démocratie, c'est au fond un principe qui veut qu'au-delà des hiérarchies, au-delà de la distribution des rôles, des fonctions, des parts et des places, il y a un principe transversal d'intelligence qui nie cette hiérarchie-là et qu'au fond, philosophiquement, il n'y a aucune façon de fonder ultimement la raison d'être des hiérarchies. Il n'y a pas de justification ultime, vous n'en trouverez pas, même si vous allez chercher chez Platon, vous n'en trouverez pas. Il y a toujours un moment où le hasard intervient, où on ne sait pas tellement pourquoi c'est un tel ou un autre, c'est même un peu la volonté des dieux, on est qui décide, quoi, donc on dirait sur quoi cela repose. Donc c'est la question. Et
Et il y a un autre, bon, ça serait un des aspects, je vais m'en tenir à ça. Je suis un peu bavard, je sais pas combien de temps il me reste. Je sais pas qui compte. 5 minutes. Bon, je pourrais conclure sur les enjeux économiques maintenant, qui sont, disons, le contraire finalement des enjeux d'égalité dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, d'une manière sommaire, les Indiens ont considéré la question des classes sociales. Question. C'est intéressant, quand on est à l'université, on se rend compte que les indignés poussent au derrière les universitaires pour qu'ils se mettent à réfléchir sur la question des classes, parce qu'on voudrait donc, dans les lieux de pouvoir, et l'université en est un, faire comme s'il n'y en avait plus de classes, que c'était fini. Au fond, c'était une vieille question. Maintenant, on est à peu près tous égaux, puis si on se débrouille, c'est à chacun sa chance, et ainsi de suite. Ouais, bon. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment quelque chose qui a pu changer les indignés, c'est vraiment de montrer à quel point cette question de 1% est devenue gênante. Encore il y a quelques années, les gens, surtout aux États-Unis, rêvaient de se dire faire partie du 1%. Je me souviens même de Gilbert Achcar, un sociologue de Paris, qui est aujourd'hui à Londres, je crois, qui fait toute une étude parce qu'il m'avait dit, je ne me souviens plus exactement des chiffres, mais je pense qu'il m'avait dit qu'aux États-Unis, il y a 5 ou 6% de la population qui, encore il n'y a pas très longtemps, considérait faire partie du 1%. Donc, du point de vue des perceptions des riches, on rêvait d'être parmi cette classe indécente, quoi, de gens qui s'accaparent le bien de tous ou presque. Quoi. Et donc, il y a eu un renversement sur le plan de la morale élémentaire, et c'était important. Et dans un ouvrage que j'ai fait paraître récemment aux éditions de Société, qui reprend ces textes qui s'intitule « Faire l'économie de la haine », j'ai voulu rappeler qu'au fond, l'économie, qu'est-ce que c'est? L'économie, ce n'est jamais rien d'autre qu'une opération qui consiste à faire l'économie de quelque chose. On a tendance à oublier. Et de la manière la plus neutre et la plus instrumentale possible, au fond, si on considère ce que produit, au fond, ce que permet le média même de l'économie, qu'on connaît tous, qui est l'argent, on se rend compte que l'argent permet de faire l'économie d'opérations qui serait infinie si on devait gérer sans lui. Quoi. Et je ne suis pas pourtant accro à l'argent, mais il reste que historiquement, ça a été souvent un élément quoi, qui a permis de faciliter des modalités d'organisation. Si vous allez dans un café, que vous commandez un café, que vous le consommez, vous sortez sans payer, et puis le garçon de café sort vous demandant de payer, il vous demande pourquoi vous ne l'avez pas fait. Si vous lui répondez qu'au fond, vous ne l'avez pas payé, mais que vous avez aidé une vieille dame à traverser la rue 5 minutes avant d'entrer, et qu'au fond, un jour, quelqu'un lui rendra bien on voit bien dans quoi on s'oriente, dans une sorte de guerre civile, quoi. Donc, on voit bien que l'économie fait l'économie de toutes sortes d'opérations, c'est-à-dire que c'est une sorte d'ordinateur primitif qui permet de comptabiliser, de comparer et de rendre compatible toute une série de biens et de produits qui sont incomparables entre eux, quoi, qui sont hétérogènes. Donc, l'argent, souvent, permet de faire l'économie aussi d'affect et c'est pas si mal, quoi, tant qu'on est dans une logique de marché, disons, à dimension humaine, quoi. Bon. Mais le problème, c'est quand tous ces processus d'économie se mondialisent, à ce moment-là, on se dit, mais de quoi fait-on d'économie quand on opère sur des marchés qui sont mondiaux? Comment l'économie nous amène à nous voiler la face? Quelle est l'éthique de ce dont on fait l'économie en économie? C'est-à-dire, quand un titre monte à la bourse, est-ce qu'on sait ce qu'il en coûte? Quant aux populations qui sont affectées par ces motions boursières, est-ce qu'il faut pour qu'un titre monte à la bourse, est-ce qu'il faut polluer des territoires, est-ce qu'il faut piller des populations, est-ce qu'il faut corrompre des dictateurs, est-ce qu'il faut faire voguer des bateaux sous pavillon de complaisance, est-ce qu'il faut ouvrir des zones franches et faire travailler des enfants, est-ce qu'il faut licencier du personnel dans des entreprises qui sont rentables, est-ce qu'il faut pratiquer l'évasion fiscale, qu'est-ce qu'il en faut pour qu'une action monte à la bourse? On ne le sait pas parce que justement l'économie consiste à faire l'économie de beaucoup d'opérations simplement en nous faisant croire que c'est l'économie. L'économie, c'est l'économie, c'est des rapports comptables, c'est des rapports annuels, ce sont des occasions d'affaires, ce sont des données, ce sont des chiffres, et on est continuellement en train en quelque sorte de se voiler la face par cette espèce de grand écran
qui est celui des ordinateurs qui mettent en relation les courtiers les uns contre les autres, mais qui nous empêche de voir au fond ce dont on fait l'économie en économie. Et le discours des intégrés, c'est de remettre sur la place publique, au titre d'une pensée politique, ce qu'il en coûte pour que l'économie fonctionne comme elle le fait. Et on peut vraiment vous en être carré que vous êtes autant mobilisé ces derniers temps à cet égard. Un dernier point, j'ai postulé dans mon bouquin que, au fond, une des choses dont on fait l'économie, c'est la haine, au fond. Au fond, c'est que notre économie serait haineuse, qu'elle ne se déploierait pas autrement. C'est une économie qui détruit, qui pille, qui vole, qui chasse, qui tue. C'est une économie aveugle, c'est une économie psychopathe, c'est une économie, je veux dire, tout à fait dépourvue de sensibilité par rapport aux effets qu'elle encourt au-delà des rapports comptables qui regardent sa fausse conscience. Et ça aussi, c'est un point d'indignation que vous avez permis de soulever, et je pense que c'est dans ce sens qu'il faut continuer. Merci. Donc, on est après la guerre de sécession aux États-Unis, où l'esclavage a été aboli. En fait, constitutionnellement, il y a eu les amendements 13, 14 et 15, le 13e qui abolit l'esclavage, le 14e qui donne la citoyenneté à toutes les personnes de couleur. Et le 15e amendement, en fait, qui dit qu'on n'a pas le droit de discriminer par rapport à la couleur pour le vote. En fait, toute personne, tout homme, en fait, même si c'était seulement les hommes, avait le droit de vote. Et là, bon, après ce qui a été appelé le compromis de 1877, quand les troupes du Nord se sont retirées du Sud, c'est un peu comme s'il y avait abandonné la bataille. Et donc, dans le Sud, il y a eu la mise en place de ce qu'ils appelaient les lois Jim Crow, qui est une espèce de série de règlements qui était adopté dans les municipalités ou des États du Sud principalement, et qui a été légitimé en fait par la Cour suprême en 1896 selon la doctrine Separate but Equal. Puis ça, ce que ça a donné en fait, c'est l'officialisation de la ségrégation raciale aux États-Unis. Donc, les Blancs et les Noirs étaient séparés dans les écoles, dans les services publics, les bus, les trains, dans les emplois aussi. Par exemple, les personnes noires ne pouvaient pas faire toutes les sortes d'emplois. Il y avait les mariages entre personnes blanches et personnes noires étaient interdits aussi dans certains États. Il y avait beaucoup de manipulations aussi pour empêcher ou décourager les personnes noires d'exercer leurs droits civiques, notamment le droit de vote avec des tests et en fait un paquet de manipulations avant d'avoir accès au droit de vote. Et bon, ça c'est un exemple par exemple d'une buvette pour personnes blanches et une buvette pour personnes noires. D'un côté encore moins lumineux, deuxième diapo, il y a la pratique du lynchage qui était très à la mode, qui est en fait une mise à mort publique par des gens comme ça, pour rien la plupart du temps. Donc ils amenaient des gens, ils mettaient à mort des personnes, puis là toute la communauté était là, c'était un gros show, puis il y avait la pratique de faire des photos et des cartes postales. Ça, c'est une carte postale qui circule beaucoup là, sur Internet. Donc, il y aurait eu près de 4000 mises à mort comme ça en 7 ans. Et il y a eu le Ku Klux Klan qui se reforme, qui a une deuxième renaissance et qui sème un climat de terreur dans la population noire, on peut s'imaginer. Donc, face à toute cette violence, la réponse de la communauté afro-américaine aux États-Unis a été une lutte principalement de non-violence axée sur des actes de désobéissance civile. Donc, je vais vous en nommer 3 exemples. Premièrement, il y a les boycotts. Ça, c'est Rosa Parks. C'est la femme qui s'est fait arrêter parce qu'elle n'a pas voulu céder sa place dans un autobus à une personne blanche. Après cette arrestation-là, la population noire de Montgomery a décidé de boycotter le système de bus pendant 1 an. Ça a entraîné un déficit énorme pour la compagnie. Et donc, après, ça a donné des résultats. Je vous en parlerai aux résultats. Ensuite, il y a eu beaucoup de sit-in. Ça, c'est à Greensboro. C'est 4 étudiants qui étaient allés dans la section blanche d'un restaurant pour se commander un café. Puis, comme ils n'étaient pas dans la section
sections, on refusait de les servir, donc ils sont repointés là jour après jour. Au 4e jour, il y avait 300, ça s'est multiplié dans un paquet de villes, puis pas juste dans les restaurants, là, pour demander la déségrégation dans les endroits publics. Et des marches, notamment la March on Washington for Jobs and Freedom, le 28 août 63, où il y avait entre 200 et 300 000 personnes, dont 75 à 80% seraient des personnes noires. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'appui de la population blanche, on dirait. C'est là où Martin Luther King a fait son speech I Have a Dream. Bien entendu, il y avait aussi tout le courant du Black Power, là, dont je ne vous parlerai pas, mais qui était présent aussi. Et donc, les résultats que toute cette mobilisation-là a donné, je vais vous parler des résultats au niveau du droit. Premièrement, en 1954, c'est la première grande victoire là, que j'ai pu retracer. C'est une victoire judiciaire qui annule l'article Separate but Equal et qui rend la ségrégation illégale dans les écoles. Ensuite, en 1956, suite au boycott de Montgomery, la Cour suprême qualifie la ségrégation dans les autobus d'anticonstitutionnel. Donc, c'est toujours Rosa Parks le lendemain de cette décision-là. Il y a en 1964 le Civil Rights Act qui bannit la discrimination dans les services publics et les pratiques d'embauche. Et finalement, en 1965, c'est pas très bien cadré, mais bref, c'est le Voting Rights Act qui restaure le droit de vote pour tous les hommes, je pense, en 1965. Et donc, cette lutte-là, c'est une lutte où les personnes noires ont dû s'unir parce qu'il n'y a personne qui leur a fait de cadeau. En fait, c'était comme le monde contre eux, mais grâce à leur union, ils ont réussi à avoir leurs droits. C'est pas terminé parce que les mentalités ne sont pas complètement changées, bien entendu, et c'est une lutte qui concerne tout le monde. Oui, alors moi j'ai la tâche de vous parler de mondialisation. Je suis un petit peu plus large que juste le sommet des Amériques à Québec, parce qu'il y a eu une mobilisation très intéressante par rapport à une logique économique particulière. Donc, effectivement, c'est pas très bien cadré. En fait, ce que vous voyez en haut, c'était 34 dirigeants qui se réunissaient à Québec pour discuter d'un projet de mondialisation, un projet socio-totalement, en fait, surtout économique, purement économique, mais aux répercussions sociales, évidemment, fort importantes. Et pourtant, tout ça, ça s'est déroulé dans le plus grand secret. Même nos élus, le gouvernement québécois, ne savaient pas trop qu'est-ce qui se discutait derrière ces portes-là, sur quoi on désirait s'entendre. Puis la population, elle, était juste prise en otage, aucune consultation publique populaire, quoi que ce soit, c'était derrière les portes closes. Ça, évidemment, la ZLEA, la fameuse zone de libre-échange, c'était un bébé des compagnies, des multinationales. C'était un projet, ce petit bébé qu'on avait mis aux mains des dirigeants. On a dit, ça serait bien fun que ça fonctionne. Puis, juste pour vous rappeler un peu la logique qu'il y avait derrière la mondialisation à cette époque-là, je vais vous citer Friedman. Friedman, il disait, il y a eu, à Seattle, il y a eu 3 Seattle. Il y a eu ralentir le train de mobilisation. Ça, c'était les opposants, les gauchistes, les écologistes, les syndicats, les anarchistes. Tout ça, eux, ils ne voulaient pas embarquer dans ce train-là, ils voulaient en sortir. Mais il y avait aussi les pays en voie de développement qui, eux, voulaient aussi ralentir le train, mais ils voulaient embarquer dedans. C'est Friedman qui dit ça, il dit que il faut avoir la Chine, le Pakistan, le Mexique, ils ne voulaient pas rester en reste. Ils voulaient rester embarqués dans cette logique de libre-échange. Mais surtout, il y avait ceux, c'est là qu'on voit toute la logique des multinationales, puis l'influence des multinationales dans le processus. Il y avait ceux qui voulaient l'accélérer, le train, pour rester dedans et en profiter. Puis là, il y a Microsoft, Amazon.com, pour accélérer le processus, profiter au maximum de la mondialisation. Ça m'emmène à une autre entrave, finalement. Qu'est-ce que ça nous a donné, ce train-là? Ça nous a donné la répression policière. Plutôt que d'écouter les gens qui étaient dans la rue, on leur a envoyé la police. Là, je vais juste vous donner les chiffres de Québec. Une clôture de
périmètre de sécurité délimité par une clôture de 4 km. 6515 policiers canadiens et québécois mobilisés. 5148 grenades lacrymogènes. Je ne sais pas si vous y avez écouté à cette époque-là. 900 balles de plastique tirées. 469 arrestations. Mais on se révèle aussi que les conditions de détention n'étaient pas nécessairement très bonnes. Surtout, on parle beaucoup d'Orsainville. Quelques droits bafoués à travers le processus. Mais ce qui est le plus scandaleux peut-être à travers tout ça, c'est que finalement, cette intervention policière, ben, ça a été déclaré un grand succès. Hey, on a réussi à contenir la masse. Fantastique, c'est un très bel exemple de démocratie, on adore ça. Mais je vais vous parler des mobilisations quand même. J'en ai parlé un petit peu, ça a commencé à Seattle en 1999. Ça, c'était les premières grandes manifestations contre la mondialisation. Là, ils étaient moins bien préparés, les forces policières, parce que là, les manifestations, les manifestants étaient, on dit au minimum, les plus basses estimations, là, je l'ai trouvé sur Internet, c'était 40 000. Ça, c'est les plus basses, on s'imagine qu'il y en avait peut-être plus. Ça a fait déraper la réunion de l'Organisation mondiale du commerce. Là, les gens étaient dans la rue, ont réussi à bloquer ce processus-là, grâce à cette organisation-là. La prochaine, évidemment, vous connaissez peut-être la fameuse clôture. On l'a fait tomber, la clôture à Québec. Hein? On l'a fait tomber au moins 2 fois, me semble. Hein? Un peu plus de 60 000 personnes qui étaient dans les rues, sinon plus, parce qu'en on compte aussi la marche des peuples qui étaient plus bas, c'était très intéressant. Pour le Québec, ça a été une mobilisation extraordinaire. Il y a eu, avant d'avoir 60 000 dans les rues, il y a eu des ateliers, il y a eu des formations. Moi, je me rappelle, j'étais au cégep à cette époque-là. Là, il y avait des gens qui venaient nous parler de c'est quoi la SLA, c'est quoi aussi la répression, à quoi il faut s'attendre, tout ça. Fait qu'il y a eu un processus de politisation aussi à travers la mobilisation. Et finalement, prochaine diapo, ça c'est Platan del Mar. C'est en 2005 en Argentine. Pourquoi j'ai mis cette diapo-là? Ben, c'est parce que c'était une lutte finalement qui dépassait nos frontières. C'était une lutte qui était solidaire à travers toutes les Amériques. C'est ça qu'il fallait retenir. On s'est mobilisé aux États-Unis, on s'est mobilisé ici à Québec, mais on se mobilisait aussi dans l'Amérique latine. À Plata del Mar, je n'ai pas les chiffres exacts du nombre de manifestants, je ne les ai pas malheureusement pas trouvés, mais c'est à ce sommet-là, à ce moment-là, qu'on a enterré la SDA. On a dit, enterré, on fait ça, reporté. C'est quoi les résultats de toutes ces mobilisations? Prochaine tableau. Bon, la première chose, on a uni nos voix à travers un continent au complet. Puis, à défaut de l'avoir vraiment enterré, on a au moins retardé le processus. C'est peut-être pas le seul facteur de la mobilisation populaire, il faut se le dire franchement. Mais avouons que ça a dû contribuer assez largement. Ça a surtout légitimisé un certain nombre de dirigeants à dire non à ce processus-là. Puis, il y a certains peuples aussi qui, au lieu d'élire des conservateurs, ont décidé peut-être d'élire des dirigeants un peu plus progressistes. Peut-être une politisation un peu plus forte encore de ces pays-là. On a réussi à faire entendre finalement la voix du peuple. On a réussi à briser l'espèce d'air de secret qui entourait ces négociations-là. L'OMC a dit on s'en va dans cette direction-là. Nous, on a dit non, on va aller dans cette direction-là. La mondialisation, c'est pas économique, c'est pas celle-là qui nous intéresse. Voyons donc. Nous, on veut une mondialisation de la justice sociale, une mondialisation du respect des droits humains, du partage de la richesse, de la redistribution des richesses. C'est par là qu'on s'en va. La logique économique, elle a au moins, à défaut d'être complètement évacuée, elle a au moins pris une nouvelle tangente. Cette nouvelle tangente-là, elle s'exprime à travers des nouveaux espaces. Les nouveaux espaces qui ont été créés, qui sont très importants. Il y avait des sommets des peuples, des contre-sommets. À tous les sommets, il y avait des sommets des peuples. Les gens se réunissaient, discutaient, proposaient des alternatives à ce qui était discuté finalement. On pensait être discuté parce qu'on ne connaissait pas tous les impacts.
là-dessus, finalement, puis c'est encore en train de se construire. On est un petit peu tous là-dedans. On essaie de trouver des alternatives et on est capable de se donner des espaces, de récupérer ces espaces-là pour construire quelque chose qui nous ressemble. Voilà, c'était la présentation. C'est la lutte contre la centrale au gaz du Suroît qui a culminé, disons, en 2004, mais qui a débuté en 2001. En septembre 2001, Hydro-Québec a annoncé son intention de faire construire une centrale au gaz naturel dans la région du Suroît. La raison que Hydro-Québec évoquait à ce moment-là, c'était la nécessité absolue de préserver la sécurité énergétique du Québec. Ce projet-là a d'abord été refusé par le gouvernement du Parti québécois qui était à l'époque au pouvoir et qui a demandé un rapport au BAP. Et le BAP, dans son rapport, a conclu que le projet augmenterait de façon substantielle les émissions de gaz à effet de serre au Québec et que ça allait à l'encontre des engagements que le Québec avait pris envers Kyoto. Donc, jusque-là, ça va bien. Bon, la centrale est refusée par le gouvernement. Sauf que 3 ans plus tard, le gouvernement change. C'est un gouvernement du Parti libéral qui est élu majoritaire et qui décide de relancer le projet d'Hydro-Québec que Hydro, évidemment, n'avait pas lâché. En décembre 2003, le gouvernement autorise le projet de centrale thermique du Suroît, ce qui déclenche la mobilisation. À l'époque, justement, c'était Sam Hamad qui était ministre des Ressources naturelles, puis évidemment, Jean Charest qui était premier ministre. Et il y a Hydro-Québec qui était dans le portrait aussi, là, quand on disait tout à l'heure durant la marche que l'absence de représentativité de nos élites politiques, vous en avez un exemple là. La mobilisation au début a commencé avec les gens de Beauharnois eux-mêmes qui localement se sont élevés contre ce projet-là parce que c'est évidemment eux qui auraient été les plus touchés. Leur environnement immédiat aurait été touché, l'air, l'eau, etc. Et par la suite, assez rapidement, il y a eu la mobilisation s'est étendue par la formation de la coalition Québec vers Kyoto, qui était formée de groupes écologistes, dont l'Association québécoise de lutte à la pollution atmosphérique, la QLPA, qui existe encore d'ailleurs. Cette coalition-là a été vite rejointe par d'autres groupes militants en faveur de la santé, de l'environnement, par des syndicats, des universitaires, des scientifiques, qui se sont tous prononcés contre la centrale au gaz du Suroît. Donc ensemble, ils formaient quand même une force là, qui leur permettait de faire des actions assez percutantes. En février 2004, là, vous en avez un exemple, ça a été la première grande manifestation. Ça a été le 1er février 2004, une manifestation qui a regroupé 4000 personnes et qui était la première grande manifestation en faveur de l'environnement au Québec. À la suite de cette manifestation-là, le gouvernement a commencé à reculer devant la pression populaire et a donné à la Régie de l'énergie le mandat de produire un avis sur le risque réel de déficit énergétique qui était évoqué par Hydro-Québec dans le temps pour justifier son projet. Entre février et mai 2004, il y a eu plusieurs autres actions qui ont été entreprises par les groupes qui se mobilisaient contre le Suroît, dont une pétition, des interventions dans les médias, un forum sur les changements climatiques qui a eu lieu au Cégep Maisonneuve, et finalement une deuxième manifestation qui a eu lieu en mai 2004. Le 29 juin 2004, la Régie de l'énergie a rendu son verdict et elle a dit qu'elle considérait que le projet du Suroît n'était pas indispensable à la sécurité des approvisionnements
Québec. Donc, ça venait complètement jeter à terre toute la justification du projet que Hydro avait donné et pour laquelle, justement, le gouvernement est en faveur. Le résultat, c'est que, à court d'arguments, justement, pour justifier son projet, puis faisant face à la pression populaire, le gouvernement a annoncé le 16 novembre 2004 que le projet du Suroît était abandonné. Donc, l'abandon, ça c'est une centrale qui, elle, a quand même été réalisée, qui a quand même été construite, une autre centrale au gaz à Bécancour, qui était qui était basée sur les mêmes arguments, c'est-à-dire la sécurité énergétique, et qui finalement ne fonctionne plus depuis janvier 2008, parce que justement, on ne manque pas d'électricité au Québec. Donc, depuis que cette centrale, depuis sa cessation d'activité, le gouvernement a payé au-delà de la première année 150 millions, la deuxième année 190 millions à TransCanada Énergie, qui est propriétaire de cette centrale-là. Donc, probablement, s'ils avaient aussi réalisé la centrale au gaz du Suroît, ben, on paierait encore plus aujourd'hui. Et non seulement ça, mais aussi il y aurait sûrement des problèmes au niveau de... Ben, ça aurait fait augmenter les gaz à effet de serre, ça aurait beaucoup nuit à la qualité de l'eau aussi dans le canal de Beauharnois. Les citoyens étaient très préoccupés par ça. Donc, je pense que c'est une réussite de mobilisation en faveur de l'environnement. Et je voudrais vous inviter aussi à... Je sais que le 22 avril, il va y avoir une grosse manifestation qui va être organisée, entre autres, par la QNPA. Une manifestation, justement, en faveur de l'environnement, contre les changements climatiques. Donc, je vous inviterai tous à y participer. Merci. Donc, pour vous replacer un peu dans le contexte, en 2007, le président Mwai Kibaki a été réélu au Kenya, mais l'opposition, qui avait Raila Odinga à sa tête, a dénoncé des fraudes électorales qui ont été plus tard confirmées par des observations internationales. Donc, ces deux hommes politiques vont s'opposer, puis plus largement, leurs partisans dans le pays vont s'opposer, surtout à Nairobi, puis dans la vallée du Rift. Donc, le pays va être complètement déstabilisé, mis à feu et à sang par l'opposition de ces deux hommes-là, puis par les fraudes électorales qui ont eu lieu. Donc, la crise politique, économique, humaine va se solder par un bilan autour de 1500 morts, mais c'est un chiffre un peu trop rond pour être crédible. Puis, entre 300 000 et 600 000 déplacés, là, les chiffres ne s'entendent pas. Au terme de médiations qui ont été conduites à la fois par l'Union africaine, puis ensuite relayées par l'ONU, en 2008, il va y avoir la création d'un poste de premier ministre qui va être, au fond, que Raila Odinga, qui était le chef de l'opposition, va occuper. Donc, on fait face à une coalition gouvernementale de deux hommes politiques qui se sont opposés pendant longtemps. Donc, coalition fragile. L'insécurité va demeurer dans le pays, évidemment. Puis, les réformes qui avaient été mises au programme vont avoir beaucoup de difficultés à être mises en œuvre parce que, simplement, les hommes politiques, donc le président et son premier ministre, ne se parlent pas. Donc, en mai 2009, il y a une coalition de citoyennes et de mouvements de femmes au Kenya qui vont lancer le mouvement « Pas de réforme, pas de sexe ». Donc, pendant une semaine, les femmes vont gréver pour amener les hommes politiques à revenir au fond en dialogue puis à se rencontrer. Ida Odinga, la femme du
du Premier ministre, va appuyer publiquement la manifestation, au fond, et va s'engager à gréver son mari, puis à lui demander ce qu'il peut faire pour le Kenya. Donc, les regroupements de femmes vont même s'organiser entre elles pour dédommager les prostituées pendant cette période-là, pour qu'elles ne travaillent pas, pour maintenir la pression. Donc, c'est un mouvement qui va vraiment essayer de rallier le plus grand nombre possible de femmes au Kenya. Les revendications des femmes, au fond, le but, c'est évidemment de ramener les hommes politiques au dialogue, puis de les amener à travailler ensemble sur les enjeux sociaux qui demeurent très présents dans la population. Donc, ce que les femmes demandent, c'est de revoir le plan de réconciliation qui semble-t-il, ne fonctionne pas, de mettre en œuvre la réforme constitutionnelle, de s'occuper des problèmes de la faim et de l'insécurité qui restent présents dans le pays, puis de mettre en place une commission électorale pour superviser les élections qui vont avoir lieu d'ailleurs cette année prochainement. On peut mettre la prochaine diapo. Donc, les résultats, on le devine, sont assez surprenants. Les deux hommes politiques vont se rencontrer 3 fois dans la même semaine, alors qu'ils ne se parlaient pas depuis plusieurs mois. Puis, il va même y avoir 3 jours après la fin de la grève, une réunion du cabinet, événement qui ne s'était pas vu depuis des mois aussi. L'autre victoire que les femmes vont avoir eue, c'est de ramener les enjeux sociaux, les enjeux politiques vraiment au centre du débat. Puis, la couverture de la grève a été internationale, donc d'avoir ramené l'attention publique sur les enjeux qui étaient centraux pour elles. Évidemment, les problèmes de fond, là, comme l'insécurité politique, la pauvreté, tout ça, c'est des problèmes qui demeurent. Puis, je vous invite à rester vigilants. Les élections vont avoir lieu soit en août, soit en décembre prochain au Kenya. Donc, on pourra voir qu'est-ce qu'il en retourne. Voilà. De l'Islande, comment ils ont donné au monde entier une leçon au FMI et en général une leçon aux politiciens qui suivent le néolibéralisme. Donc voilà, ça c'est, je pense que ça c'est la Banque centrale de l'Islande. Donc l'entrave, le Fonds monétaire international, le FMI, rend flou les gouvernements lorsqu'ils ont besoin d'aide pour rembourser le prêt. Cette aide est normalement accompagnée d'une condition. Le gouvernement doit réduire ses dépenses consacrées aux services sociaux. Ceci est arrivé récemment en Grèce, où les citoyens protestent contre les mesures d'austérité imposées par le FMI et aussi les autres pays européens. En octobre 2008, le FMI a préparé un programme de gestion des crises pour la faillite de l'Islande. Le gouvernement était prêt à renflouer les banques et à procéder à des coupures budgétaires en 2010 et 2011, ce qui signifie que l'Islande aurait dû réduire ses services sociaux pour rembourser la dette des banques. Mais la population a refusé. Des milliers de personnes de tous âges se sont réunies sur la place principale de Reykjavik. Faites ça le prochain. Oui, parfait. Donc, ça c'est Reykjavik, le Parlement d'Islande. Des milliers de personnes de tous âges se sont réunies sur la place principale de Reykjavik en 2 fois samedi après-midi afin de chanter, comme on a fait aujourd'hui, de faire du bruit avec des casseroles et d'écouter des discours et de la musique. En se tenant les bras, les manifestants et les manifestantes ont formé un cercle autour de l'Althing, ça c'est le Parlement, afin d'exiger la démission du gouvernement et ont bombardé le bâtiment avec du yogourt et des fruits. Donc, chaque lundi soir, jusqu'à 1 millier de personnes sont tassées dans le plus grand cinéma de Reykjavik pour débattre de la question. Puis le résultat, donc tu vas aller en arrière. Ouais. Donc le résultat, le gouvernement islandais a été contraint de démissionner. Bien que le nouveau gouvernement ait accepté les exigences du FMI à 2 reprises, les électeurs ont dit non lors des 2 référendums distincts. C'est une victoire inspirante. Le peuple a le pouvoir de se dresser contre la spéculation
régulation financière et le FMI. Donc, voici ce que les experts de la finance ont à dire à propos du refus de l'Islande de payer. Franek Rozwadowski, représentant du FMI quand même, a affirmé « Laisser les banques échouer en évitant des coupures dans les services sociaux a aidé le pays à se remettre sur pied. » Donc, c'est pas Chomsky qui a dit ça. Le Financial Times, une autre source assez conservatrice, a reconnu que la décision des électeurs et électrices a donné priorité aux citoyens, non pas aux banques. Le lauréat du prix Nobel d'économie, Joseph Stiglitz de la Columbia University, a dit « Ce que l'Islande a fait était juste. Il aurait été erroné de laisser aux générations futures le fardeau des erreurs du système financier. » Même le FMI a officiellement déclaré le 3 novembre 2011 son soutien à l'Islande pour le geste qu'elle avait posé. Cependant, il note que le plan d'Islande était hors norme. Il ne faut pas que tout le monde fasse ça quand même. Et ce signifie que les pays qui cherchent une aide pour rembourser leurs prêts doivent normalement mettre en œuvre des mesures d'austérité, parce que c'était juste un cas particulier. Mais ceci dit, une récente recherche du FMI démontre que les pays avec une répartition équitable des richesses ont tendance à avoir une croissance économique plus équilibrée. L'organisme dit qu'il accorde maintenant beaucoup plus d'attention à ce facteur. Donc, nous ne pouvons que l'espérer. Donc, si votre gouvernement vous propose de renflouer les banques en faillite, de subir les mesures d'austérité, ou peut-être de payer des frais de scolarité, rappelez-vous du refus victorieux des citoyens et citoyennes de l'Islande. Merci. Expérience-là avec d'autres sujets, peut-être d'ici genre un mois et demi, 2 mois, quelque chose comme ça. Puis on aimerait ça en faire quelques-unes des activités de cette nature-là. Et donc, je demanderais à tous ceux, parce que c'est quand même, ça a l'air de rien, mais c'est quand même du travail d'organiser ça. Donc, je demanderais à tous ceux qui sont intéressés à s'impliquer dans l'organisation de la ou des prochaines activités, de venir me donner leur nom, leur adresse courriel après la plénière. Puis à ce moment-là, on vous écrira, on entrera en contact avec vous pour une prochaine réunion là, pour organiser une prochaine activité de la même nature. Ça va? Merci. Juste prendre un moment en parlant d'événements futurs. Alors, on a voté un événement à l'Assemblée de Montréal la semaine dernière et ça s'en vient rapidement. Je vais profiter de la présence de tout le monde pour l'annoncer. Alors, samedi prochain, c'est la Nuit Blanche. Grand commanditaire du Nuit Blanche, c'est Hydro-Québec. On a parlé d'Hydro tantôt pour le survol, Hydro qui est dans l'actualité maintenant pour la remède, pour le compteur intelligent, pour la hausse des tarifs, une longue liste de choses que les citoyens n'acceptent pas, mais que l'Hydro n'écoute pas les citoyens dessus. Alors, ce qu'on propose, c'est une occupation complète de la place des peuples. Okay, on va amener l'entente le 25. On va avoir projection de film. Il y a déjà cherché le courant qui est confirmé à l'Alliance romaine qui va être là. On invite des gens aussi impliqués dans les autres luttes que j'ai mentionnées tantôt. Et ça serait le fun d'avoir vraiment le plus d'éducation possible. Alors, si vous avez de l'information sur ces enjeux-là d'Hydro-Québec, l'idée, c'est que Hydro fait ce party-là une fois par année pour le peuple, mais le reste de l'année, ils ne les écoutent pas. Alors, faisons de l'éducation là-dessus et ça va être vraiment une fête en même temps. Alors, on va être là toute la nuit et on vous invite d'être parmi nous et aussi de participer à la planification de cet événement-là. Occupons la Nuit Blanche, occupons Hydro-Québec, le 25 février. La place du peuple. On n'a pas de rencontre encore, mais il y a la page Facebook, pour ceux qui sont sur Facebook, qui va être lancée aussitôt que Facebook est débugué. Je ne sais pas ce qui se passe, on n'arrive pas à la lancer. Mais c'est ça, c'est un début. Occupons la Nuit Blanche et si vous voulez m'en parler tantôt, on va être là. Je n'en prendrai pas plus de temps.
Ouais, je connais pas. Ça, c'est avec la carte Québec. Je suis avec eux. Ok. On va ouvrir la plénière. Je vais demander aux rapporteurs, les 5 personnes qui étaient pour chacun des groupes de venir me rejoindre ici en avant. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de vous présenter la synthèse de chaque réflexion qui s'est menée dans les 5 petits groupes de réflexion sur les thèmes qu'on avait. Et on va présenter ça assez rapidement et ensuite on ouvre à la discussion à tout le monde pour voir qu'est-ce qu'on peut partager de tout ça. Et on finira la journée là-dessus. Donc, premier thème. Tu peux en prendre 30. Les multinationales. Les speeches. Nous, ce qu'on a pensé comme solution, ce serait premièrement de créer une monnaie parallèle à celle qui est instaurée en ce moment. Donc, ce serait une monnaie qui permettrait de répondre aux besoins alimentaires de chaque personne, les besoins de base, la nourriture, le logement, tout ça. Ensuite, comme solution, on a pensé les mouvements de coopérative. Donc, reprendre le pouvoir sur, ça peut être par exemple des coopératives d'habitation, coopératives de travail, donc que les gens puissent reprendre le pouvoir sur ces choses-là, qui est quelque chose de base, de se loger, de travailler. Puis, ensuite, il y a le mouvement coopératif des caisses populaires. Donc, ce qui pourrait être fait, ce serait que une grande partie des citoyens investissent les assemblées de la caisse populaire pour prendre les décisions ensuite, on peut boycotter aussi des multinationales, pas acheter des multinationales qu'on croit que c'est une chose désencouragée. Puis, une bonne façon de boycotter, c'est aussi de faire soi-même certaines choses au lieu de les acheter, comme on peut jardiner, faire sa nourriture nous-mêmes, faire ses vêtements. Donc, réapprendre à faire par nous-mêmes pour dépendre des multinationales. Ensuite, parler que le peuple devrait reprendre le pouvoir politique pour ensuite faire changer les lois pour que les entreprises ne soient pas considérées comme des personnes morales, mais que ce soit des lois différentes qui s'appliquent aux entreprises. Que ce ne soit pas la même loi qui est pour l'entreprise. Ensuite, sur la primauté de l'économie. Nous, on a parlé de ça, puis honnêtement, des solutions magiques pour arrêter la primauté de l'économie dans le discours actuel, on va pas trouver vraiment. On a des pistes. Pour commencer, il a été question du fait que c'est la question de la dette, finalement. Je me suis demandé à quel point cette dette-là était légitime, étant donné que c'est une dette qui augmente d'elle-même à cause des intérêts, sur les intérêts tout le temps. Puis ça, en fait, ça fait c'est quand même assez relié au discours de la croissance à tout prix actuellement, parce qu'on est obligé sans cesse d'emprunter dans le système dans lequel on est pour juste éviter que le système s'écroule, étant donné que c'est la seule façon de créer plus d'argent pour toujours rembourser les emprunts passés. Puis, donc ça implique que si on peut changer ce discours-là, il faudrait changer le système à sa base, ou en tout cas développer quelque chose alternativement à ça, comme par exemple toutes les économies alternatives qui existent actuellement, comme des espèces de systèmes d'échange local ou d'échange de services, comme la corderie dans Chicago, il y en a plein d'autres, des noms méchants, où on peut par exemple s'échanger des services et être payé en heures pour le faire. Il faut, en fait, donc toutes les entraves sont un peu reliées, ça c'est quelque chose qu'on a constaté, donc il y a plusieurs points qui vont revenir de ce qui a été dit avant. Mais bon, justement, réduire notre consommation de façon individuelle, on peut faire ça effectivement. Nous,
faire passer l'humain avant l'économie. Ça, un peu plus concrètement, ça veut dire, d'après moi, de s'arranger pour, quand même une petite communauté, avoir accès à tous les services dont on a besoin idéalement pour être autonome, être moins insécure par rapport à l'économie en général, donc moins tomber facilement dans le panneau de se dire « Ah ben, il faut que je fasse couler l'économie parce que si l'économie tombe, ben, je fais. » Donc, juste le fait d'avoir une bonne sécurité comme ça, de s'organiser pour que ça se fasse, ça serait un très bon pas. Puis, ça serait bénéfique pour beaucoup d'autres aspects aussi. Donc, il faut utiliser l'argent comme un moyen et non comme une fin, parce que la monnaie est probablement nécessaire, juste pratico-pratique, à un moment donné, pour faire des échanges. Puis bon, effectivement, sinon, aussi les solutions, il faut se mobiliser tout le temps quand on peut contre les projets de développement public, comme par exemple le Plan Nord, qui a été mentionné, qui est un très bon exemple, justement d'un projet qui est vraiment évidemment à l'encontre des intérêts de la population, qui passe quand même, comme ça, il était de façon assez bluffante, juste pourquoi? Parce que le gouvernement est majoritaire. Puis ça, on peut parler de ça, on peut parler de tous les beaux projets de Harper, donc, il n'y a pas 50 façons pour se protester parce que c'est la seule fois qui nous reste. Puis, dans ce sens-là, peut-être que j'ai pas ma paroisse, mais le mouvement des Haïtiens, c'est vraiment beau. Donc, c'est ça. Il faut faire des actions comme ça, puis tranquillement arriver à une sensibilisation. Oui, donc, justement, par rapport à ça, il faut trouver des moyens aussi de rendre l'information accessible à monsieur, madame, tout le monde également. Parce qu'on sait comment sont immédiatement, c'est pas eux qui vont faire le travail ensemble. Puis, donc c'est ça. Donc en gros, il faut continuer de se mobiliser, sinon ça passe par un effort du système démocratique aussi. Parce que si on veut changer, il faut comprendre que nos politiciens sont un peu tenus par les couilles, par les lobbyistes, par les banques, tout ça. Donc, peu importe qui on élit actuellement, on va se retrouver avec ce discours-là, très probablement, un discours néolibéral qui sévit partout sur la planète. Donc, ça va de pair avec une réforme du système démocratique pour aller vers une vraie démocratie dans laquelle on se peut impliquer en beaucoup d'influence. Voilà. Je pense que j'allais oublier aussi. Comment est-ce que les relations publiques, les firmes de relations publiques ont un monopole du discours public en politique. Donc ça aussi, c'est pas évident de trouver des solutions à ça. Alors, plus on va politiser les gens, et puis moins ils vont être faciles à manipuler. Après ça, on a parlé d'essayer de créer des espaces publics où est-ce qu'on pourrait amener les politiciens pour pouvoir leur poser des questions et les rendre à ce moment-là que ce soit des instituts où ils seraient obligés de répondre à la population. Okay. Parce que sinon, si c'est juste là, petite capsule, là, petite cassette, évidemment, on n'aura pas les réponses qu'on veut avoir à nos questions. Après ça, on a parlé aussi d'une espèce de confédération de sports council pour les différents paliers de gouvernement, c'est-à-dire au lieu d'avoir des élus provinciaux qui sont loin des gens, on va avoir des élus locaux qui pourraient être nommés par le sports council à des niveaux supérieurs, à des niveaux plus régionaux, plus nationaux. Après ça, on a parlé de disperser le financement de la publicité dans la population pour que ce soit des plus petits groupes qui fassent la publicité. Ça, c'était un petit peu controversé dans notre groupe. On n'était pas tous encore là-dessus. Alors, ça résume pas mal tous les points qu'on a parlé. Merci. OK, le manque de représentativité.
sommaire de pas mal tout ce qui a été dit. On a parlé de voter, l'importance que le public ait une chance de voter sur tous les enjeux importants, tels qu'on a vu la démonstration en Islande tantôt. On a parlé d'une partie option nationale qui proposait une pétition de 5% pour avoir un référendum. On a parlé que pour le PQ, ce serait 25%, ce qui semble impossible finalement sur la pétition. Alors, on dit que les gens sont programmés avec le système actuel de voter pour le parti qui va gagner, ou qui a une bonne chance de gagner. Si on parle qu'on voterait pour un autre parti, on est ridiculisé par les gens autour de nous. Alors, il faut se libérer de ça. Le système qui est en place décourage la participation du public. On a parlé de la possibilité d'une démocratie représentative, modification du système actuel pour avoir une vraie représentation. 70% de la population vote pour une partie, il devrait être représenté. Il faut se démystifier, il faut se demander quel droit humain qu'on recherche, cesser de croire que le système va changer quelque chose en mettant pour une partie. Il faut se questionner en groupe, il faut communiquer entre nous, il faut se responsabiliser, créer des lieux où on peut se donner une voix. Les chefs politiques et les grands médias pensent nous représenter, nous devons nous libérer pour cesser d'être acculés par ce système. Il faut réfléchir ensemble des choses que nous voulons, trouver des moyens par des systèmes horizontaux. La modification de notre système actuel n'est pas possible assez rapidement pour notre situation actuelle. Via la démocratie actuelle, il n'y a pas d'exemple de vrai changement dans l'histoire. L'État a été créé pour voler et pour faire la guerre. On nous a convaincus que le changement se passe par la démocratie, mais ce sera seulement par une révolution. On doit se réapproprier nos droits. Il y a une personne qui disait que le système de chambre et Sénat est un bon système, mais il faudrait que le Sénat soit pigé au hasard parmi la population. Donc, les citoyens auraient le droit de servir cette fonction pendant un an. La responsabilité de servir cette fonction pendant un an. Il faut construire une révolution démocratique, informer les gens, encourager la discussion, recueillir plus d'intérêt pour le système alternatif que pour le système actuel. Alors, on parle d'un lieu sur l'Internet pour discuter et prendre des décisions. Moins essayer de trouver une représentation par les politiciens et par le système, mais plutôt de se responsabiliser nous-mêmes. Alors, on parlait de faire ça non seulement par la politique, mais aussi en termes de consommation, réduire le nombre de choses pour lesquelles on paie pour que d'autres gens le fassent, et les faire nous-mêmes. Et aussi, c'est ça, rétablir nos choix. On a très peu de choix dans le système actuel de santé, par exemple, qui disait monsieur, très peu d'options au niveau du travail, au niveau du syndicat. Il faut reprendre nos options et nos droits. C'est tout. Et moi, je suis porte-parole pour le dernier groupe qui travaillait sur le pouvoir des médias. Alors, on a discuté un petit peu sur l'emprise que les médias pouvaient avoir sur notre vie. On a désigné essentiellement 4 actions. C'est ce qu'on a pensé entre nous. La première, ce serait pour, par exemple, que les médias parlent un petit peu plus des mouvements alternatifs ou des mouvements des indignés, par exemple. Ce serait qu'on décide d'une action collective, que 5000 personnes à la même date décident de téléphoner, par exemple, à une chaîne de télévision, à une émission radio, il faut une tribune ouverte, là, et de bloquer les lignes, dans le fond, et que tout le monde ait le même message, pour que le message passe quelque part, une action collective pour bloquer les lignes d'un média, télé ou radio, pour faire parler de nous, donc pour exister un petit peu plus dans l'espace médiatique et donc contourner un peu le blocage médiatique par l'accès à cette tribune ouverte, la maison d'œuvre directe par exemple. Deuxième action, qui serait un petit peu plus les 3 autres actions auxquelles on a pensé, sont en dehors du système médiatique. Donc, plutôt que d'essayer de pénétrer les grands médias, essayons d'autres manières de communiquer, de passer notre message. Une
des voix, ce serait le chant engagé comme on a pu l'expérimenter aujourd'hui avec la chorale du peuple. La musique, le chant, les paroles des chansons, en fait, c'est quelque chose qui traverse les générations, tout le monde écoute ça, tout le monde. C'est une manière, c'est un lien intergénérationnel, le théâtre aussi, qui permet facilement de faire passer les messages, donc c'est une voie à continuer à explorer. Un autre élément de réponse, c'est un témoignage qu'on a eu d'une action qui est mise en œuvre chez la Maisonneuve, qui est, en fait, c'est une présence constante à un endroit public, dans un endroit public particulier, comme un marché par exemple, où on peut aller distribuer les journaux pour expédier comme le journal de 99%, ou pour exprimer les idées ou les éléments d'action revendiqués par tel groupe ou tel groupe dans le quartier pour justement créer une vie et propager les idées, mais par la parole, par la proximité, par l'humain, retourner à l'humain plutôt que d'essayer de trouver toujours des médias technologiques, des moyens mécaniques technologiques pour transmettre nos messages. Donc investir ces lieux publics pour transformer le quartier de l'intérieur. Et l'idée, c'est qu'en faisant ces actions locales, qui soient récurrentes, parce que dans le fond, l'idée, c'est pas d'aller une fois de passer le journal, mais c'est d'y retourner, pour une fois qu'on a passé le journal une fois, ensuite retourner, puis parler aux gens à qui on a déjà parlé une fois, pour créer un lien humain, et ensuite réseauter, demander à toutes les organisations qui travaillent dans le quartier peut-être de venir avec nous sur cette place-là, ou en tout cas d'aller les voir volontaires surtout, et finalement pour tisser un lien humain entre les différents groupes. Et l'idée, c'est qu'en faisant ce genre de choses, ce genre d'action locale, les médias, à un moment donné, vont venir parler de l'action. Non, pas derrière eux, mais en faisant ça, en recréant de l'humain, ils vont venir nous suivre. Ça, c'était la troisième élément. Et donc, le quatrième point sur lequel on a pu aboutir, c'est que finalement, il faut que nous devenions nous-mêmes des moyens de communication. En fait, on est des moyens de communication par la parole, par l'échange, par tout ce qu'on peut transmettre aux gens qui nous entourent. Il faut passer nous-mêmes notre message autour de nous. Nous sommes des moyens de communication. Voilà. Donc ça clôt, je pense, les 5 groupes sont passés. Ouais. Je ne sais pas si vous voulez qu'on discute encore, mais là, en fait, on vient de faire la synthèse des discussions qui ont été faites. Je pense qu'on peut finir là-dessus aujourd'hui. Et à moins que les gens... Si vous voulez discuter, le micro est là. Non, mais l'idée c'est que tout ça, on va quand même le compiler dans un document qui va circuler. Mais si vous voulez parler, est-ce qu'il y a Si, à la prochaine activité. Ça, je trouve ça bien intéressant. Et eux autres, en fait, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils s'engagent, une fois qu'ils sont élus, à choisir au hasard, dans la population, un peu comme s'ils sélectionnaient un jury, des gens pour écrire une constitution pour le Québec sur une période de 2 ans. Puis moi, je trouve que c'est extrêmement intéressant, en ce sens qu'une constitution, c'est supposé être quelque chose qui va au-dessus de nos élus, dans le fond, qui prend les élus en sandwich entre le peuple et la Constitution, pour pas qu'il puisse faire n'importe quoi, pour qu'il y ait un certain cadre à respecter. Sauf que, actuellement, en fait, on n'a pas de Constitution au Québec, on a une au Canada, mais c'est les élus qui ont lu la Constitution, je suis assez persuadé, c'est les élus qui changent la Constitution quand ils veulent. Puis pourtant, c'est dans la Constitution que toutes les règles accessibles sont définies, y compris le fait que le seul droit qu'on a réellement, c'est de voter aux 4 ans. Donc, on n'a absolument pas à prendre ça pour acquis, puis c'est dans ce plan-là que ça se règle, mais ça, il n'y a jamais personne vraiment qui accorde une importance bien grande à la Constitution, en tout cas, dans ma connaissance. Donc, ça, je trouve ça bien intéressant, parce que ça permettrait de partir sur des bases vraiment nouvelles pour le Québec, sans prendre rien pour acquis. Mais certains me diront que peut-être que c'est une façon de faire arriver le changement par l'extérieur, que de le provoquer nous-mêmes de l'intérieur. Donc, je sais qu'il y a des arguments contre ça peut-être, mais je ne dis pas d'aller voter pour, j'aimerais juste lancer ça dans la discussion. Puis, par ailleurs, deuxième chose,
parce que j'ai une pétition avec moi contre le traité de libre-échange qui est en cours de négociation entre le Canada et l'Union européenne, qui pourrait ouvrir la porte à ce que les compagnies européennes et multinationales, dans le fond, puis je pense que ça s'applique aussi aux entreprises privées d'ici, puissent entrer en concurrence avec les services publics de nos provinces et de nos municipalités. C'est vraiment pas cool du tout, puis c'est négocié dans le secret quasi total. Au Québec, on a nommé, je ne sais pas pourquoi, c'est Pierre-Marc Johnson qui s'occupe des négociations de cet accord-là, puis même nos députés de l'opposition n'arrivent pas à savoir qu'est-ce qui est dans l'accord exactement. C'est assez inquiétant. Donc, je pense que c'est ça. Merci. Merci. En fait, il y a combien de personnes veulent parler? 2 personnes. Parce qu'on vient de me dire qu'il va falloir qu'on ferme la place, qu'on fasse le ménage, qu'on s'y concentre, donc on est un petit peu pressé. Si c'est bref, court, rapide, et ensuite il va falloir. Alors, je vais essayer de faire bref. J'ai échangé quelques mots avec Alain Trudeau avant qu'il parte. Je lui demandais ce qu'il pensait de la démocratie directe et de la notion du problème du pouvoir et de la représentativité en général. Il disait que, puisque Julie Gallien, dans sa conférence, il parlait de la démocratie comme étant un processus et non comme un ensemble d'institutions. Donc je me demandais, oui, mais ça prend quand même un minimum de structure, si on veut prendre des décisions en commun. Alors, il dit, ben, selon Matt, il citait un autre auteur, Jacques Rancière, et il donnait un peu l'avis de Rancière qui disait que c'était, dans un processus démocratique, tu as toujours des gens qui prennent, éventuellement, qui vont prendre des rôles plus, qui vont être à l'avant-plan, qui vont prendre des décisions autres, et qu'il y a toujours des gens qui sont là pour contester ce processus, cette politisation, cette représentativité, c'est ce que j'ai compris de cette structuration du pouvoir. Donc la question que j'aimerais lancer, on ne va pas vraiment faire un débat sur ça aujourd'hui, mais c'est parce que là, évidemment, dans le cadre du mouvement des indignés, on met l'accent beaucoup sur la démocratie directe parce que c'est par la démocratie directe qu'on peut voir les gens avec qui on va prendre des décisions. C'est extrêmement explicite. J'apprends énormément en participant à ça. Mais en même temps, il y a toujours ce système représentatif qui est en place. Il faut composer avec. Effectivement, il va y avoir des élections, on vote, on boycotte, mais moi, personnellement, j'aimerais avoir plus de discussions sur la nature de la démocratie directe, sur l'élaboration des structures, la valeur des votes, et qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment aller vers plus de démocratie, plus de bonheur commun. Moi, ça va être très Quand on parle de démocratie, il faut avoir aussi en tête que la violence, c'est une chose qui vient immédiatement tuer la démocratie. On nous disait tout à l'heure que nous sommes nous-mêmes des médias et que c'est en prenant notre parole et en se parlant comme aujourd'hui qu'on peut vraiment se donner une démocratie qui aura notre saveur. Et là, je rappelle qu'il y a Occupons Montréal qui est en train de préparer son manifeste où il sort les principes de ses grands engagements. Et à l'intérieur de ce document-là, il y a entre autres le point sur la démocratie et on développe aussi sur la question de la non-violence et de la discipline aussi que nous devons nous donner pour pouvoir bloquer la violence et étendre davantage la démocratie. Je lui demanderais si c'était possible qu'on puisse venir nous approprier notre document, voter pour et le transporter là où nous portons nos valeurs. Merci pour Occupons Montréal. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup pour avoir participé.
participé à cette première expérience Occupons le forum social. On va continuer, donc il va y avoir d'autres activités, Thérèse. Que les gens qui sont intéressés à participer à l'organisation de la prochaine activité, ce ne sera pas sur la démocratie, peut-être sur quelque chose qui tourne autour de l'économie, on verra bien. Mais donnez votre nom à Thérèse ici, puis on s'enverra des courriels. On peut travailler, on peut se voir physiquement, on peut travailler à distance par courriel, mais tout le monde peut s'impliquer là-dedans. Voilà. Donc merci beaucoup, bon dimanche. Bravo, bravo.